Donc il va nous présenter le sujet de la dépression masquée et de musculo-squelettique. Voilà, si vous êtes prêts, je vous donne la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Si Hamid. Donc tout d'abord je tiens à ce que j'exprime ma joie de se retrouver avec vous ce jour. C'est la troisième journée, ça fait plaisir de voir que cette journée continue et continue encore, beaucoup de sujets, des sujets qu'on a déjà discuté, d'autres sujets qu'on discute toujours et qu'on va proposer, Inch'Allah, pour les années à venir. Et le Aqba, Inch'Allah, la 100e journée, Inch'Allah. Alors moi, je vais aborder en fait la dépression masquée par les douleurs musculo-squelettiques. Donc c'est une entité ou bien c'est des manifestations qui sont très fréquentes. D'ailleurs, je pense que quotidiennement on en voit. Peut-être sous-diagnostiqué, mal pris en charge, difficilement pris en charge par les patients. Donc je vais essayer à travers cette présentation bien que ce n'est pas évident parce que même dans la littérature on ne trouve pas vraiment de définitions qui sont bien précises de ce qui est dépression, de ce qui est syndrome dépressif, de ce qui est douleur, est-ce qu'il y a vraiment de causalité. Donc dans la littérature il y a une grande discussion là-dessus. Alors, je pense que la dépression, la première fois qui a été décrite, c'était par Queiroz. C'était en 1973. Il y a ce livre qui est sorti, c'est un Suisse de Bâle. Donc, il l'a défini comme c'est la symptomatologie qui est masquée par des symptômes somatiques qui sont au premier plan. Donc, c'est la définition qui a été donnée à la dépression masquée. Maintenant, depuis 1973, c'est plus de 50 ans, donc beaucoup de choses ont changé. Et principalement, donc, ces symptômes somatiques, c'est surtout les symptômes douloureux. C'est surtout la douleur qui est au premier plan de ces symptômes somatiques. En arabe, c'est l'iktiab al-muqanna'. Alors, principalement, on trouve des céphalées, des douleurs de poitrine, des douleurs abdominales. En ce qui est musculo-squelettique, c'est principalement donc, les lombalgies et les cervicalgies. Très fréquentes, souvent associées à d'autres facteurs musculaires, facteurs d'arthrose et autres. Et il faut surtout faire attention, c'est surtout des personnes âgées. Donc c'est surtout des personnes âgées. Et puis la personne âgée, je pense, ça mérite une journée. On est une société qui est en train de s'occidentaliser. D'ailleurs, le dernier ihsa qui a été fait, ça a montré que la pyramide au Maroc est en train de s'inverser. On va voir, donc, surtout notre génération va se trouver dans d'autres conditions de personnes âgées que les conditions actuelles. Et je pense que ça mérite une journée aussi de discuter la personne âgée. Le terme de dépression masquée, en fait, il n'est pas retenu dans les classifications internationales. Et c'est une symptomatologie qui, bon, je l'ai dit, il est occulté par les plaintes somatiques. Des fois, on n'a pas de tristesse, ni perte d'envie, ni de plaisir. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les critères pour retenir le diagnostic d'une dépression ou bien d'un syndrome dépressif. Donc, les plus fréquemment, c'est ce qu'on trouve, c'est les douleurs. Donc, et une chose très importante, c'est pas chaque dépression, elle n'est pas forcément associée aux douleurs chroniques. Alors, qu'est-ce qui fait mal le plus? Les douleurs, en fait, qui font mal. Donc là, c'est dans ce livre, bien qu'il est un petit peu ancien, donc je pense que ça remonte à 2003 ou 2004, ce qu'ils ont trouvé dans cet article, dans un travail qui a été fait dans ce sens, c'est que chez les femmes, c'est surtout des céphalées et des douleurs de poitrine dont ils se plaignent le plus, alors que chez les hommes, c'est plus les myalgies et les paresthésies. Sincèrement, dans ma pratique quotidienne, je ne vois pas des céphalées et des douleurs de poitrine, mais on voit aussi beaucoup de douleurs musculo-squelettiques, des myalgies et des paresthésies, même chez les femmes. Mais là, donc, c'est un travail qui a été fait dans un centre spécialisé. Donc, voilà, c'est les données qu'on a trouvées. Alors, qui sont les autres facteurs qui sont responsables de l'apparition de ces douleurs
en rapport avec une dépression, c'est ce qu'on a trouvé le plus fréquemment, c'est le niveau socio-économique. C'est un facteur très important. Donc c'est souvent dans ce travail qui a été fait dans cet article, le STAR, je pense c'est connu cet article, qui a été fait sur 3745 patients. Ils ont trouvé, à la différence des autres études, ils ont trouvé des sujets plus jeunes, des sujets d'origine africo-hispanique et avec un niveau d'éducation le moins élevé. Donc moins le niveau économique, il est niveau surtout d'éducation, plus on est déprimé, plus on a mal. Et puis la sévérité des plaintes douloureuses est corrélée aussi à la sévérité des symptômes anxieux. La catastrophisation, ça c'est un facteur de risque très 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 important. La catastrophisation, on peut dire ça, c'est كالناس من الخوف من المرض في مرض والناس من الخوف من الفقر في فقر. Donc ça, on le voit très fréquemment, des gens qui ont tendance, avec la moindre des douleurs, la moindre des symptômes, ils ont tendance à la catastrophisation. Je me rappelle d'une jeune fille, d'ailleurs était étudiante en médecine, à chaque fois il venait avec l'ostéosarcome, parce qu'il a senti une douleur au niveau de la cheville. L'autre fois, il est venu avec une autre tumeur quelque part. C'est des gens qui ont plus cette étude très intéressante. Dépression, catastrophisation et douleur musculo-squelettique, c'est-à-dire si on est déprimé et en plus on a la composante de catastrophisation, donc c'est un pronostic beaucoup plus sombre, c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile à gérer. La sédentarité, vraiment c'est un fléau et je pense qu'il faut en travailler parce que je pense qu'il y a eu ce changement de la société marocaine. On est passé de la campagne vers les villes et ça a vraiment complètement changé le mode de vie parce que moi je suis natif de la campagne comme beaucoup de gens et je connais très bien comment ça marche, comment les gens passent la journée, c'est-à-dire facilement une femme il peut marcher 10 km alors qu'ici on vit dans des maisons de plus en plus petites, on a des escaliers, on mange beaucoup, on regarde beaucoup de télé et puis on ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment la sédentarité, c'est une catastrophe pour la société marocaine et je pense qu'il faut en travailler. La sédentarité, c'est un retentissement pratiquement sur tout le corps, mais c'est connu, la sédentarité, mais les douleurs musculo-squelettiques, l'association, si vous restez sans bouger, vous allez avoir mal un peu partout. Donc ça, mais lorsque s'ajoute la sédentarité avec la dépression, là aussi, c'est un facteur. D'ailleurs, ce travail qui a été fait le Brésil, la période de Covid, ça a montré que les gens qui sont... donc, il y a un risque beaucoup plus important, sédentarité plus dépression, 1,5 à 2,8, qui sont plus susceptibles de ressentir des douleurs dans 1, 2 ou 3 régions du corps respectivement. Donc, le risque, c'est 1,5 à 2,3 fois plus de risque si on est déprimé et sédentaire d'avoir aussi des douleurs musculo-squelettiques. Alors, les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, en fait, pour une cause organique. Si on a une cause organique de douleur chronique, et ça c'est un facteur de risque très important de développer une dépression, de se trouver avec une dépression. C'est pratiquement 20 à 50% des patients, selon les études, on trouve des patients douloureux chroniques, ils ont des critères, des épisodes dépressifs majeurs, que ce soit une dépression ou bien un syndrome dépressif. Dans cette étude qui a été faite sur la population européenne, ça a montré que 50% des patients qui ont des douleurs, ils ont eu un épisode dépressif. Alors le facteur de risque, comme on a dit, c'est souvent les femmes, c'est l'âge avancé, le sujet âgé, et le bas niveau d'éducation socio-économique. Alors toujours dans la douleur chronique, et c'est très important donc à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est douloureux chronique, notamment si on a 2 douleurs dans 2 régions différentes où il n'y a pas vraiment de cause entre eux, de chercher systématiquement cette dépression. C'est-à-dire que ça doit être cherché de façon systématique chez des patients qui viennent consulter pour des douleurs chroniques.
Là, c'est une étude qui a été faite sur 85 000 sujets présentant des lombalgies et des cervicalgies. Ça montrait un risque multiplié de 2,3 fois de présenter un trouble dépressif. On vit à une douleur chronique, on a plus de risques de développer des douleurs chroniques. D'ailleurs, certains auteurs ont même recommandé de considérer un patient douloureux chronique comme déprimé jusqu'à preuve du contraire. D'emblée, il faut le traiter ainsi. Et je pense que lorsqu'on a une douleur chronique, on dort très mal, on mange très mal. Je pense qu'on a de quoi déprimer. Donc les patients qui ont une dépression avec une douleur chronique présentent un pronostic plus sombre et beaucoup plus difficile à gérer, et plus difficile même les traitements médicamenteux qu'on donne, c'est moins de chances que ça marche. Donc ça c'est un autre article, un douloureux chronique avec un épisode dépressif, il aura davantage de plaintes douloureuses, une sévérité douloureuse augmentée, une durée qui est plus prolongée de la douleur. Donc la dépression, la douleur ça a entraîné la dépression il va encore aggraver la douleur. On va voir pourquoi. Et là, il faut faire attention, ça c'est très important, c'est le risque suicidaire. Le risque suicidaire, et là, c'est bien qu'on ne trouve pas beaucoup de choses dans la littérature, mais dans les rares études, là j'ai trouvé que les douleurs chez les patients déprimés est associée à une symptomatologie dépressive qui est plus sévère, et le risque de passage à l'acte suicidaire, il est plus que doublé. Il faut faire attention à ces personnes qui ont une douleur chronique, peut-être qu'ils sont âgés, et qu'en plus ils sont déprimés. Alors il y a un autre facteur de risque, d'ailleurs que je n'ai pas mis ici, mais que je constate tous les jours. Sincèrement, je n'ai pas trouvé de choses beaucoup dans la littérature, c'est la ménopause. C'est la période ménopausique chez les femmes, on en voit très fréquemment. Et là, dernièrement, j'ai cherché un petit peu les douleurs, la diminution du taux de l'oestrogène, c'est un retentissement sur la densité osseuse, c'est un retentissement sur le métabolisme au niveau musculaire, il y a une perte dans la masse musculaire, et je pense que s'ajoute vers la fin des quarantaines, début de la cinquantaine, s'ajoute aussi le fait beaucoup de problèmes sociaux, c'est-à-dire que la femme, elle doit s'occuper à la fois des enfants, elle doit s'occuper des parents, du mari, il travaille en dehors, donc c'est beaucoup de choses. Il a une tête qui n'arrête pas de travailler, 24 heures sur 24. Et je pense que l'œstrogène, ça a un retentissement même sur le taux de la sérotonine. Donc c'est une période qui est très très critique et on en voit beaucoup de douloureux, des douleurs un peu partout, des patientes qui viennent à cet âge. Donc ça aussi, je pense, c'est un facteur de risque qu'on doit explorer. Donc il y a vraiment un vrai problème de difficulté de diagnostic. Parce que la présence de comorbidité entre pression et douleur, elle est largement sous-diagnostiquée. C'est les symptômes somatiques peut-être qui l'emportent sur la dépression. On se concentre plus sur ce qui est somatique. On donne des anti-inflammatoires, des antalgiques, on donne un petit peu tout ce qu'on a et puis bon. Alors que présence de symptômes somatiques plutôt que de symptômes purement psychiques, ça diminue de 3/4 à 1/4 la probabilité de diagnostic de dépression. Donc je pense que c'est souvent le somatique l'emporte sur le psychique. Et voilà, donc en matière d'arthrose du genou, là, peut-être que c'est la pathologie qui est la plus fréquente qu'on voit, c'est pratiquement le 1/4 des patients qui sont arthrosiques, qui sont déprimés. Dans beaucoup d'études qu'on a trouvées, donc, il s'ajoute des facteurs de risque, notamment le poids élevé, le bas niveau d'éducation et lorsqu'on a plus de 2 comorbidités. L'âge avancé, être femme, une arthrose avancée, et donc je pense, et de plus en plus maintenant, même je pense dans les recommandations de l'EULAR, dans les recommandations de l'AOS, on commence à introduire les antidépresseurs comme traitement dans l'arthrose, notamment dans l'arthrose du genou. Donc c'est le 1/5 des patients, ça dépend des études, le 1/4 à 1/5 des patients qui sont arthrosiques présentent des symptômes dépressifs. Alors c'est quoi cette relation dépression douleur, notamment douleur musculo-squelettique? Ça c'est ancien en fait.
Ça, on dit que le lien de causalité, ça se passe au niveau des neurotransmetteurs. C'est la neurotransmission qui implique. En fait, on dit que le mécanisme de dépression et des douleurs, c'est le même mécanisme. Le mécanisme qui va entraîner la douleur, c'est le même mécanisme qui entraîne la dépression. C'est-à-dire qu'il y a, notamment au niveau des neurotransmetteurs, qui impliquent la noradrénaline et la sérotonine. La diminution des neurotransmetteurs dans la dépression, ça peut affecter le fonctionnement des voies corticospinales inhibitrices. C'est les mécanismes inhibitrices de la douleur qui sont inhibés et puis ça peut augmenter les douleurs, que ce soit au niveau cérébral ou bien au niveau périphérique, au niveau de la moelle épinière, au niveau du gaze control. Donc l'inhibition de la douleur, ça diminue le seuil de la douleur et c'est parmi les facteurs qui seraient responsables de l'apparition des douleurs. Mais là actuellement, de plus en plus, on parle de la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est un concept très important. La plasticité, c'est-à-dire qu'un cerveau, il a la capacité de s'adapter aux situations. Lorsqu'on est amputé d'un membre, il s'adapte pour par la suite qu'il intègre le fait qu'il n'a pas ce membre. Lorsqu'on a un AVC ischémique, il a un potentiel pour s'adapter à la situation. En fait, c'est ce potentiel de plasticité du cerveau qui est altéré dans cette relation douleur et dépression. Donc il y a un changement de neuroplasticité et des mécanismes neurobiologiques qui sont essentiels pour faciliter l'apparition et le développement de la dépression. La neuroplasticité affecte de manière cruciale l'apparition et le développement de douleurs chroniques et de dépression, parce que en fait, ils impliquent les mêmes structures cérébrales, les neurotransmetteurs et les voies de signalisation. Donc c'est les mêmes structures qui sont responsables de l'humeur, ils sont responsables de la douleur. Alors d'une façon qui est plus détaillée, c'est les voies sensorielles des douleurs corporelles partagent les mêmes régions cérébrales qui impliquent la gestion de l'humeur, notamment au niveau du cortex insulaire, le cortex préfrontal, très important, le cingulaire antérieur, le thalamus, l'hippocampe et l'amygdale, qui forment une base structurelle histologique pour la coexistence, d'où la douleur et de la déprimée. On a mal, on va déprimer, on est déprimé, on va avoir mal, parce que c'est les mêmes structures. Là, on parle de plus en plus du maladaptive plasticity changes. C'est les changements de plasticité inadaptés. En fait, je n'ai pas trouvé des étiologies qui sont bien établies de ce qui est responsable de la maladaptation de la plasticité du cerveau, mais il y a une perturbation de la fonction de la plasticité du cerveau qui n'arrive pas vraiment à gérer les changements qui surviennent. Les changements de plasticité inadaptés donc, se produisent au niveau des voies de conduction sensorielle du système nerveux périphérique, au niveau du système nerveux central. Donc, ils vont participer à l'apparition et au développement et au maintien de la douleur chronique. Donc, c'est les voies périphériques et au niveau central qu'on a un problème de plasticité du cerveau. Donc, je pense que c'est le même concept qui serait responsable de la centralisation de la douleur. Je pense qu'il y a beaucoup de relations entre ces différents concepts. Alors, et tout ça, en fait, ça fonctionne comment? Ça retentit sur les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est principalement c'est la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Donc, il y a dans la dépression peut survenir en raison d'une diminution des neurotransmetteurs monolénergiques que j'ai cités, et la diminution de ces neurotransmetteurs, ça va engendrer une douleur. Les facteurs inflammatoires aussi, c'est dans cet article, donc Neuroinflammation and Comorbidity of Pain and Depression, c'est-à-dire qu'une inflammation, une maladie inflammatoire qui va toucher le cerveau, ça entraîne une réponse inflammatoire qui provoque des douleurs. Donc c'est des facteurs inflammatoires qui vont traverser la barrière hémato-encéphalique et qui vont entraîner des changements dans le métabolisme des neurotransmetteurs.
la fonction neuro-endocrinienne et la neuroplasticité. Sincèrement, j'ai pas eu le temps pour bien voir c'est quel type d'inflammation. Est-ce que c'est les maladies inflammatoires? Est-ce que c'est les infections? Est-ce que c'est autre? Mais je pense que c'est une inflammation. Et puis, lorsqu'on a des médiateurs de l'inflammation dans le sang, je pense que lorsque ça traverse cette barrière hémato-encéphalique, ça va retentir sur la fonction neuro-endocrinienne et sur le métabolisme des neurotransmetteurs. Les glutamates, et d'ailleurs c'est parmi les cibles du traitement, c'est les glutamates, donc se sont avérés avec ces différents récepteurs, se sont avérés impliqués dans l'apparition et le développement de la douleur chronique et de la dépression. Alors comment gérer ces patients qui viennent consulter tous les jours, qui ont des douleurs un peu partout? Je vous donne le tableau, malheureusement c'est souvent une femme, hein, c'est comme ça. Il est de la cinquantaine, il a des douleurs un peu partout, il est obèse, il est sédentaire, et il a tout pour ce qui est déprimé, le mouchkila qu'on trouve avec les malades à nous. Comment est-ce qu'ils imaginent la consultation chez un médecin? Ils ont tout ça, ils s'attendent à ce qu'ils vont voir un médecin, un traumatologue, un psychiatre, un rhumatologue ou autre. Il va donner un médicament qui n'est pas cher, il ne va donner aucun examen complémentaire, et ils vont prendre le médicament juste pendant 3-4 jours, et ils vont guérir. Alors malheureusement, des fois, et du coup, c'est des malades, c'est des malades qui ne sont pas satisfaits, hein, parce que bien il faut mentir à ces patients et leur donner des corticoïdes, hein, parce que c'est le traitement miracle et ça marche vraiment, ça marche très bien et ça fait disparaître la douleur. Ou bien il faut faire de la médecine et leur dire qu'il faut faire plein de choses, c'est-à-dire qu'il faut faire... Et puis ce qui est le plus difficile, je pense, c'est ils acceptent peut-être de faire des bilans, ils vont accepter de faire de la rééducation, ils vont tout accepter, mais une chose qui est très difficile à gérer, c'est le changement de mode de vie. Et je pense que ça c'est la clé de tout ça, de gérer ces patients, c'est un mode de vie qu'il faut changer. On voit très fréquemment des patientes qui sont déprimées, ça se voit sur leur faciès à l'entrée, ça se voit qu'ils ont la dépression. 30-40 كيلو زايده كتقول لك كنبقى في الكوزينه من 9 الصباح حتى ل 11 الليل. Et puis ils veulent un traitement qui va régler tout ça donc très rapidement. Donc ce changement de mode de vie, c'est ce qu'il y a, je pense qu'ils ont besoin du cognitive behavioral therapy, l'ilaj suluki al-ma'rifi, je pense que c'est ce que ça aide le plus pour changer le concept de comment est-ce qu'ils voient la maladie et comment se comporter face à la maladie. Donc ça, je pense c'est pour ces patients, donc il faut respecter et légitimer la plainte quand même. Il faut reconnaître qu'ils ont mal, il ne faut pas leur dire qu'ils n'ont pas mal. Et il faut donner une large place à la physiothérapie qui est très importante. Je pense qu'il faut il faut travailler les muscles. Il faut travailler parce qu'on a quand même, ça s'accompagne aussi une perte de la masse musculaire. Il faut travailler les articulations parce qu'il y a un enraidissement. Il faut travailler les tendons parce que c'est des tendons qui sont souvent qui sont vraiment très, très altérés. Et puis, c'est beaucoup de choses à travailler. Il faut élargir la plainte et aborder la souffrance. Et le problème, c'est que souvent, on en voit ça. Des patientes qui sont douloureuses, où ça se voit qu'ils sont déprimés. Mais le fait de faire sortir, j'essaie à chaque fois de ne pas faire sortir le mot déprimé. Mais on essaie à chaque fois, c'est très difficile de faire sortir ce mot déprimé. Une fois, parce que je pense qu'il y a une stigmatisation par rapport à ce terme. C'est-à-dire qu'on a peur d'être déprimé et du coup, on ne veut pas qu'on nous aborde là-dessus. Et donc, on essaie un petit peu de surfer dans le truc pour dire que vous êtes peut-être... Et puis, des fois même, pour prescrire des antidépresseurs, personnellement, lorsque je prescris d'antidépresseurs, je leur dis « Ah, c'est pas pour la dépression. En fait, parce qu'il a des effets sur la douleur. Hein, regardez,
dans le prospectus راه عنده راه حتى الحريق راه كيداويه ماشي غير اما انت راك مزيان راه bon en fait je cherche l'effet antidépresseur avec l'effet sur la douleur en fait. Donc référer sans rejeter, et ça c'est très important. Donc il faut des fois, c'est-à-dire que il faut reconnaître que ce patient il a besoin d'une assistance par un psychiatre. Il faut qu'il soit vu par le psychiatre, mais il faut faire ça de telle façon à ce qu'il ne soit pas senti rejeté par le médecin. Il faut que vous soyez vu par un psychiatre. Donc ce sentiment d'être rejeté par le médecin, il est très difficile. Et puis il ne faut pas oublier la souffrance du médecin parce que ça crée vraiment, des fois ça crée cette tension avec des malades et surtout lorsque c'est des patients de bas niveau culturel. C'est un peu difficile de leur expliquer ce qu'ils ont. Alors, quels sont les médicaments? Je pense que vous connaissez ça tous, c'est juste à titre de rappel. Donc, les médicaments qu'on utilise, on peut utiliser des opioïdes. Le potentiel dans le traitement induit par la douleur chronique est établi, mais il y a un problème de dépendance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, je pense qu'il ne faut pas dépasser 3 mois avec. Et puis, sinon, par la suite, d'après ce que j'ai trouvé, c'est que l'utilisation à long terme d'opioïdes augmente le risque de dépression. Il peut même provoquer une hyperalgésie, ce qui peut conduire à la dépression. Les benzodiazépines, ils ont un effet thérapeutique dans le traitement des douleurs chroniques, notamment dans les douleurs neuropathiques et inflammatoires. Il a un potentiel dans le traitement antidépresseur, il agit sur les récepteurs GABA. Et puis il y a les médicaments, donc les antidépresseurs, les inhibiteurs de monoxyde oxydase, les tricycliques, les recaptures de sérotonine et je passe. Donc ça c'est la dernière diapo, c'est juste donc si on veut résumer, donc il y a cette histoire de neuroplasticité du cerveau qui n'arrive pas vraiment à adapter. Il faut se rappeler que les aires ou bien les voies qui sont responsables de la douleur, c'est les mêmes régions qui sont responsables de l'humeur. Donc il y a de relations de causalité entre les deux. Et puis bon, si on est déprimé, on va avoir mal. On a plus de chances d'avoir mal. Si on a mal, on a beaucoup plus de chances d'avoir des douleurs. Donc très importante la psychothérapie. Très important le changement de mode de vie, c'est très très important. Et puis les médicaments qu'il faut prescrire. Voilà, je vous remercie.